Du coup, moi, je suis Tania Louis, je suis médiatrice scientifique freelance. Donc, mon métier, c'est notamment de concevoir et d'animer des ateliers pédagogiques. Et je suis microbiologiste puisque je suis virologue de formation. Et depuis un peu plus d'un an, je suis aveyronnaise, parce que je suis basée dans le sud Aveyron, à côté de Saint-Affrique. Et vraiment, l'objectif de cette heure-là qu'on va passer ensemble, c'est de partager un retour d'expérience, donc celui d'Hélène, et aussi d'échanger avec vous, globalement, sur la mise en place d'activités en médiathèque. Alors, en l'occurrence, autour du blog, mais je pense que pas mal des choses qu'on va évoquer peuvent s'appliquer à d'autres thématiques aussi. Donc, notre volonté avec Hélène, c'était vraiment que ce soit un temps d'échange. Pour commencer, donc on va avoir 3 temps un petit peu. On va avoir un premier temps où je vais vous présenter le projet de recherche participative derrière le blog La Recherche. Puis Hélène fera un retour sur son expérience. Et le troisième temps, ce sera vraiment le temps du bilan et de la réflexion collective. Est-ce qu'il y en a qui, de façon plus large, ont déjà participé à d'autres projets de sciences participatives ou connaissent d'autres projets de sciences participatives? Liter Nature, effectivement. Est-ce que vous voulez nous expliquer ce que c'est, Lisa? Parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes dans le milieu des médiathèques, le projet Liter Nature, si vous ne le connaissez pas déjà. Littérature, en fait, c'est quelque chose c'est un projet donc, du coup, qui est mis en place par l'Université de Montpellier. Spécifiquement, ils ont un pôle en fait de médiation scientifique. Et donc, ils ont mis en place, il y a eu deux, je vais y arriver. Il Deux y a eu éditions. deux éditions, voilà, l'une après l'autre. Donc, la première qu'on a eue, je suis d'Émile Zola aussi, comme Hélène, donc on l'a eu à Émile Zola. Du coup. On a eu la première qui est venue on l'a exposée à Émile Zola, c'était sur les insectes et les plantes. La deuxième qui est allée dans une autre médiathèque de notre réseau, on a eu sur les dinosaures et les oiseaux. Et on a fait des choses également avec eux à la fête de la nature. Donc, et ils ont mis en place un site et c'est ça qu'on a montré quand on avait l'exposition avec nous. Un site en fait où les enfants, nous pour le coup on le présentait en fait pour les enfants, mais tout le monde pouvait participer. Donc le site littérature directement, où on peut prendre en photo dans les livres, de manière générale, en fait, les créatures, donc plantes, insectes, dinosaures et oiseaux, ils peuvent être tirés d'espèces réelles. Ça peut être des espèces réelles directement ou ça peut être complètement imaginaire. Et en fait, les personnes mettent les photos, indiquent sur quel livre ils l'ont trouvé et ce qu'ils pensent que c'est. Et donc, du coup, ça fait une base de données qui est de plus en plus étoffée au fur et à mesure que des gens y participent. Oui, donc le principe des sciences participatives, de façon générale, c'est d'impliquer des personnes qui ne sont pas déjà scientifiques, chercheurs, chercheuses, dans des projets de recherche sur différentes thématiques. Et en l'occurrence, l'ITER Nature, c'est vraiment un projet de sciences naturalistes, donc d'inventorier la biodiversité pour ensuite faire une classification évolutive des êtres, mais à partir des œuvres de fiction jeunesse. Donc, au lieu d'aller observer des animaux dans la nature, le principe, c'est d'aller les observer dans les livres. Et sur le site ressources, du coup, il y a à la fois les fiches de toutes les espèces qui ont pu être observées et une tentative de classification, vraiment comme on fait les arbres du vivant, de ces espèces trouvées dans les livres. Est-ce qu'il y en a qui connaissent d'autres projets de sciences participatives? Parce que vraiment, il y en a énormément. Peut-être vous les étiquetez pas comme ça. Effectivement, Sauvage de ma rue. Je ne sais pas si vous voulez nous en dire un mot, Lydia. Ah, Speeple, je connais pas. C'est rigolo. C'est bien, on continue à apprendre des choses. Sauvage de ma rue, c'est un projet de Tela Botanica qui consiste à aller faire de la botanique, vraiment de l'identification de plantes, mais sur les plantes sauvages qui poussent dans la rue. Et du coup, c'est un projet de botanique qui peut se faire en milieu urbain aussi, qui ne nécessite pas nécessairement d'être à la campagne. Donc vous voyez qu'il y a quand même un gros domaine naturaliste. Jamie, vous voulez nous dire un petit mot du coup Oui, de ce je people? voulais juste dire que Speeple, ça voulait dire suivi photographique des insectes pollinisateurs. Ah, Et c'est très très bien. simple à mettre en œuvre, il suffit de se mettre 20 minutes devant une fleur, photographier la fleur et son environnement, et ensuite attendre pendant 20 minutes et photographier chacun des insectes qui viennent polliniser cette fleur. Puis ensuite déposer sur le site de Speeple. Ok, Voilà. merci. Donc voilà, il y a beaucoup de projets de sciences participatives qui sont autour de thématiques naturalistes, donc les plantes, les insectes. Il y a Bird Lab autour des oiseaux. Il y a tout l'Observatoire de la biodiversité des jardins. Mais il y a aussi des projets de sciences participatives dans d'autres domaines. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Fripon, qui est un projet d'astrophysique où le principe c'est
de signaler, par exemple, quand on voit passer une comète ou un bolide, quelque chose comme ça, d'aller le signaler sur la plateforme pour faire un inventaire. Et eux, ils récupèrent les informations de à quoi ça ressemblait à différents endroits pour essayer d'identifier où est tombée la potentielle météorite. Je vais vous mettre des liens dans le chat, deux liens, enfin, un lien et une info. Le premier lien, c'est un annuaire qui est relativement récent, hein, puisqu'il y a derrière le blog la recherche dedans, qui recense des projets de sciences participatives en Occitanie. Et c'est un annuaire auquel vous pourrez accéder via la plateforme Écosciences Occitanie. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une plateforme qui rassemble des acteurs de la culture scientifique en Occitanie, à la fois avec une partie agenda et une partie article qui permet de faire des partages d'expériences. Et puisqu'il y a aussi des gens qui sont assez proches de Montpellier, sachez qu'il y a un festival qui s'appelle le festival Va Savoir, qui est un festival dédié aux sciences participatives et citoyennes, qui va avoir lieu pour la deuxième fois cette année, du 25 au 27 octobre, à la Halle Tropisme de Montpellier. C'est organisé par Instant Science et les Petits Débrouillards. Et pour y avoir été l'année dernière, c'est vraiment très sympa. Donc si les sciences participatives vous intéressent, c'est l'occasion de rencontrer à la fois des gens qui portent des projets de sciences participatives et des gens qui participent aux projets de sciences participatives. Et je vous propose maintenant de vous parler un peu plus spécifiquement du projet Derrière le blob la recherche. Donc, Derrière le blob la recherche, c'est un projet de sciences participatives qui est porté par le CNRS sous la conduite d'Audrey Dussutour, dont vous avez peut-être déjà entendu le nom parce qu'elle fait beaucoup de travail de diffusion des sciences et qui est chercheuse au Centre de recherche sur la cognition animale à Toulouse, qui a beaucoup travaillé autour du blob et qui travaille aussi sur les fourmis. En ce moment, elle fait beaucoup de conférences de vulgarisation plutôt sur le thème des fourmis. Et donc, Derrière le blob la recherche, ça a été lancé en octobre 2021 pour réaliser une expérience qui a eu lieu entre avril et août 2022. Et l'idée, c'était vraiment de faire un projet de recherche scientifique de bout en bout. Donc là, on est dans la phase d'analyse pour donner lieu à une publication scientifique. Et bon, bah, comme dans les laboratoires de recherche, c'est un processus assez long quand on veut faire une expérience du début à la fin, avec là en plus la contrainte d'impliquer beaucoup de personnes. Je vais vous donner les chiffres tout à l'heure, vous allez voir qu'ils sont assez spectaculaires. Et l'idée, c'était de faire participer des citoyens et citoyennes à un vrai projet de recherche scientifique dans toute sa complexité, et ça se ressent aussi dans les expériences des participants. On aura le regard d'Hélène là-dessus. Et là, le visuel que je vous montre, là aussi, ça peut être intéressant en termes de ressources. Je vous mettrai le lien dans le chat à la fin. Il est tiré d'une exposition qui a été co-conçue par la délégation CNRS Occitanie-Ouest et le Quai des Savoirs à Toulouse, et qui présente tout le projet derrière le blob La Recherche. Il y a une dizaine de panneaux et ils sont accessibles gratuitement en ligne. Donc ça fait partie des ressources potentiellement exploitables. Et donc, qu'est-ce que le blob? Le blob, ou Physarum polycéphalum de son petit nom latin, c'est un organisme qui appartient à la catégorie des myxomycètes. Donc c'est ni une plante, ni un animal, ni un végétal. C'est un eucaryote, donc il a des noyaux dans sa cellule, parce que c'est un unicellulaire. Mais c'est un unicellulaire qui peut être assez gros, hein, il peut mesurer jusqu'à plusieurs mètres. Et il y en a plusieurs espèces, mais celle qui a été la plus popularisée, c'est celle-ci, Physarum polycéphalum. Il vit en théorie dans les sous-bois tempérés. Donc on peut trouver des blobs, alors pas forcément de cette espèce-là, mais on peut trouver des blobs en France. Et c'est un organisme qui a été popularisé par Audrey Dussutour, qui a notamment publié un livre sur le sujet. Donc là aussi, ressource intéressante pour les médiathèques. Et en fait, c'est un organisme qui est fascinant, bon, déjà parce que c'est un unicellulaire qui est grand, ce qui est assez étonnant, mais aussi parce qu'il a des comportements très particuliers. Donc on parle d'un organisme qui n'a pas de cerveau, mais qui est capable d'apprendre, qui peut même transmettre des informations. Quand on fait fusionner deux blobs ensemble, eh ben, ils apprennent chacun ce que l'autre avait acquis comme information. Il peut résoudre des labyrinthes, il possède des préférences alimentaires. Alors, dans la nature, il se nourrit de bactéries puis de champignons. En laboratoire, on lui donne des flocons d'avoine, mais selon les souches, il va préférer différentes marques de flocons d'avoine. Donc, quand même que des comportements assez surprenants pour un organisme unicellulaire. Et il présente des intérêts, du coup, en termes de communication pour un projet de sciences participatives, puisqu'il a été popularisé par une chercheuse qui est hyper dynamique et investie, avec un appui institutionnel pour ce projet-là, parce que vous allez voir, les projets de grosse ampleur, c'est plus facile quand ils sont portés par des structures qui ont des épaules un peu solides que par des individus seuls dans leur coin. Et c'est aussi pour ça qu'il a été utilisé avec Élève ton blob pendant la mission Alpha avec Thomas Pesquet. C'est un organisme qui bénéficie d'une bonne couverture médiatique et qui attire beaucoup l'intérêt des gens.
mais il est aussi intéressant en termes de praticité. Et là aussi, ça a joué dans le choix de l'envoyer dans la Station spatiale internationale, parce qu'en fait, c'est un organisme, comme beaucoup de champignons, qui forme des structures de résistance qu'on appelle des sclérotes. C'est-à-dire que si on en met un peu sur un filtre à café et qu'on le laisse sécher, eh ben, on peut envoyer par la poste ce petit morceau de blob séché, et il suffit de le réhydrater et il repart. Donc c'est très facile d'en envoyer à des volontaires, c'est assez facile à élever à la maison, on peut facilement en avoir beaucoup parce que sa taille double tous les jours. Donc à partir d'un tout petit bout, on peut assez rapidement récupérer assez de blobs pour faire des expériences. Donc c'est un organisme qui est relativement pratique à avoir à la maison ou en médiathèque. Mais c'est aussi et surtout un organisme qui a un intérêt scientifique. On a vu qu'il a des capacités étonnantes, mais au-delà de ça, les myxomycètes, c'est des organismes qui sont en fait très nombreux dans les forêts. Alors pas forcément sous leur stade qui prend plein de place comme ça, mais sous leur premier stade de développement, qu'on appelle le stade amibe, où ils sont vraiment microscopiques. Il y en a énormément dans le sol des forêts, donc c'est une composante importante des écosystèmes. Et il s'avère que ce sont des organismes sensibles à la chaleur. Et c'est de là que part le projet derrière le blob, la recherche. Parce que pour faire un projet de recherche, il faut commencer par se poser une question scientifique. Et en l'occurrence, là, la question, c'était est-ce que le réchauffement climatique a une influence sur le blob? Et l'hypothèse qui était faite par rapport à ça, c'était que les changements de température allaient effectivement affecter la croissance du blob et son comportement. Et l'objectif des expériences était de tester cette hypothèse. Et je vous disais que les chiffres étaient impressionnants. Quand le projet a été lancé et que l'appel à participation a été lancé, il y a eu plus de 47 800 réponses. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est juste de traiter 47 800 réponses. Et à partir de toutes ces candidatures, il y a eu une sélection de 15 000 personnes. Donc déjà, il fallait passer la sélection. Pour la petite anecdote, la sélection, comme il y avait trop de gens, a été en partie faite par le blob, à qui qu'on a laissé se développer dans des boîtes pour aller vers différentes sources de nourriture numérotées. Donc il y a des gens qui ont été choisis et exclus par le blob. Et sur ces 15 000 personnes, évidemment, il y a eu des abandons en cours de route, il y a eu des gens chez qui l'expérience n'a pas marché, des gens pour qui les données n'étaient pas exploitables. Mais c'était aussi pour ça qu'il fallait partir de beaucoup de personnes au départ pour avoir des résultats exploitables à la fin. Et donc le protocole à réaliser était quand même assez compliqué, parce que le but c'était de tester l'effet de réchauffement climatique, donc des changements de température sur le blob, mais en fait, dans changement de température, il y a plein de paramètres différents. Est-ce que ce qui compte, c'est la montée progressive de la température? Est-ce qui compte, c'est la durée du pic de chaleur? Est-ce que c'est la fréquence des pics de chaleur? Est-ce que c'est l'intensité des pics de chaleur? Et du coup, les chercheurs avaient imaginé 15 protocoles différents qui permettaient de tester des façons différentes de réchauffer le globe. Et ces protocoles ont été répartis entre les volontaires avec à peu près 200 fois chaque protocole. Donc c'était l'objectif initial, que chaque expérience soit faite à peu près 200 fois. Sachant que dans chaque expérience, en fait, il y a deux souches de blob, une qui va subir les variations de température et une qu'on appelle la souche contrôle, qui reste, elle, à température constante pendant toute l'expérience. Et là-dessus, on pouvait surveiller plusieurs choses. On pouvait ou bien surveiller le comportement d'exploration du blob, ou bien surveiller sa survie et sa croissance. Donc c'est pour ça qu'il faut énormément de données pour pouvoir tirer des conclusions, parce que plus on surveille de paramètres, plus il faut de données où on ne fait varier que le paramètre qui nous intéresse pour voir s'il a une influence ou pas. Donc c'est des protocoles qui duraient 5 à 10 jours, avec 4 blobs par condition expérimentale. Et au total, les chercheurs ont récupéré un peu plus de 7100 protocoles qui ont été réalisés par 3453 volontaires, dont Hélène. Et ça montre bien qu'il y a des volontaires qui ont fait plusieurs protocoles. Je ne sais plus à combien est le record, mais il y a des personnes qui en ont fait 4, 5, voire plus. Donc il y a eu des gens très très motivés, parce que quand même c'est beaucoup de travail. Et au final, donc dans les volontaires, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens, mais il y a aussi des structures. Donc il y a des écoles qui ont fait ce protocole, il y a des EHPAD, des associations, des établissements pénitentiaires. Donc ça a aussi servi à créer du lien social, vraiment, et ça ressort dans le blog d'Hélène d'ailleurs. Au final, pour les chercheurs, tout ça, ça fait à peu près 750 000 photos à traiter pour récupérer les données. Donc ça explique pourquoi, alors que les expériences ont été faites du coup en 2022, les résultats sont toujours pas complètement analysés, mais ils commencent à arriver. Donc là, ce qui a été publié récemment, fin 2023, c'est l'analyse de 5200 protocoles
avec seulement 2% de données écartées. Donc les chercheurs sont quand même hyper fiers des personnes qui ont participé au projet, c'est-à-dire qu'il y a très très peu de données pas exploitables, alors que les gens ont fait ça chez eux comme ils ont pu. Et on verra tout à l'heure avec le témoignage d'Hélène que c'était pas facile, vraiment. Et là, ce qui a été regardé pour l'instant, c'est le pourcentage de morts. Et là, la diapositive que je vous montre, c'est pour l'espèce Physarum polycéphalum, donc le blob le plus connu, où on a en bas, au milieu, la mortalité moyenne dans le groupe qui n'a pas subi de variation de température, c'est 2,5%. Et dans les carrés à côté de chaque protocole, le pourcentage de mortalité observé dans ce protocole-là. Et bon, on voit que il meurt plus quand il y a un pic de chaleur qui dure longtemps, par exemple, ça correspond à la deuxième ligne. Si on regarde la troisième catégorie de protocole, il meurt plus quand il y a beaucoup de pics de chaleur. Et si on regarde la toute dernière ligne, il meurt plus si le pic de chaleur est plus intense. Donc ça, c'est les premiers résultats qui arrivent. Et il y avait une deuxième espèce de blob testée dans le protocole, qui s'appelle Badamia utricularis, qui est intéressante parce qu'en fait, c'est l'espèce la plus répandue en France. Et il s'avère qu'elle est beaucoup plus sensible que Physarum polycéphalum. Les taux de mortalité sont beaucoup plus importants. Donc voilà, ça c'est les deux diapositives de premiers résultats qui sont sortis de cette grande expérience. Et actuellement, il y a une IA qui est en cours d'entraînement pour essayer d'analyser les photos plus rapidement, parce que là, pour l'instant, c'était fait à la main. Donc 7500 photos, enfin 750 000 photos à la main, c'est infaisable. Donc ça passe par une IA qui va permettre d'identifier directement sur une photo quelle est la surface recouverte par le blob pour pouvoir analyser le tout plus rapidement. Donc voilà, je vais arrêter mon partage d'écran. C'était pour vous montrer à quel point c'est quand même un projet complexe, parce que l'objectif, c'est d'obtenir des résultats assez rigoureux pour être exploitable scientifiquement et être robuste et vraiment aboutir à une publication scientifique. Et tout ça, ça fait que y a des contraintes matérielles, logistiques, à la fois pour réaliser les expériences et pour en transmettre les résultats. Et je vais laisser la parole à Hélène pour nous expliquer tout ce que ça a donné en pratique de réaliser tout ça. Ça marche. Merci Tania. Je vais partager moi aussi mon écran. Alors effectivement, ce bloc de blob, il a été mis en ligne sur le site du réseau des médiathèques entre mars et juin à peu près 2022. C'est pas la médiathèque qui a participé à cette expérience de sciences participatives, ça a été une participation personnelle. Et quand j'ai commencé à recevoir un peu les ressources, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager, d'en faire le récit finalement, et de partager cette expérience à partir d'un blog sur le site du réseau. Donc la proposition, elle a été validée, notamment, je pense aussi parce que on était dans un... on en parlait pas mal, enfin voilà, on était dans une actualité et des sciences et du blob. Et donc, voilà, ça a paru être une bonne idée. Mais c'était une bonne idée, hein. Mais il y a plein de trucs où j'ai besoin de vous pour qu'on en discute aussi, parce qu'il y a plein de trucs sur lesquels je ne suis pas super satisfaite. Bref, je vous ai laissé le lien. De toute façon, vous aurez aussi ce diapo-là si vous intéresse. Je vous ai laissé le lien là du blog. En fait, il est plus accessible aujourd'hui à partir de la page des médiathèques, donc, mais on peut toujours y accéder en suivant ce lien spécifique. Alors, pour vous expliquer un peu, ce blog, ça a été avant finalement que ne commence vraiment l'expérience, ça a été l'occasion du coup, alors attendez, je regarde si ça marche bien. Et non, forcément, ça ne marche pas. Ça a été l'occasion de parler du blog, de présenter les ressources qu'on avait, de présenter les différentes expériences qui avaient déjà été faites. Et forcément, c'est aussi, c'était l'idée de transmettre un peu ça. Et puis, parce que Tania l'a expliqué, en fait, c'est quand même hyper vendeur, comme je ne peux pas dire bestiole, mais c'est quand même hyper vendeur. C'est-à-dire qu'il y a eu des expériences au Japon où on a, du coup, il y a en fait, un blob se déplace alors il se déplace, c'est un peu une structure en réseau. Et donc, en fait, il y a un chercheur japonais qui qui l'a mis sur le réseau de Tokyo, je crois, pour voir comment il se déplaçait. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il créait un réseau beaucoup plus efficace
que le réseau qui existe actuellement. Il y a pas mal d'expériences, mais qu'on verra après. Donc, on est vraiment sur finalement à la fois un objet de science, mais un objet de curiosité aussi, et un objet vivant, et ça, il ne faudra pas l'oublier quand même dans notre expérience, parce que on ne va pas faire n'importe quoi non plus. Comme tu l'as dit, donc on a reçu chacun, donc les 15 000 personnes qui ont été choisies, on a reçu nos blobs par la poste. Et donc vous voyez, moi j'avais un DW, c'est un Day Walker, donc le marcheur de jour. En gros, c'est une espèce qui est plutôt résistante à la lumière, parce qu'en fait, en règle générale, ils vivent dans l'obscurité, ils se cachent, en tout cas à ce stade-là de leur évolution, ils ne doivent pas être à la lumière. Ça, c'était aussi un des problèmes en termes de médiation, c'est qu'en fait, on ne peut pas laisser le blob comme ça à la vue de tous et à la lumière. Donc, notre Day Walker, je m'étais proposé pour faire avec lui 2 protocoles. Donc, je vous les ai mis les 2. Donc, il y en avait un avec du coup un pic de chaleur plutôt le protocole 10 et un autre où un gros pic et après la chaleur descendait progressivement. Vous voyez, à chaque fois, on a en rouge le groupe expérimental et en bleu le groupe contrôle qui va servir finalement de référence. Ce qui était compliqué dans ce protocole, c'est qu'en fait, on avait la température qui devait être la variante, mais finalement, Tania, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais finalement, ce qui était, c'était normalement la température, la seule chose qui devait être modifiée sur nos jours. Et donc, ça veut dire que durant 5 jours, il fallait qu'on fasse attention à du coup, on ne pouvait pas, par exemple, mettre nos boîtes dans un endroit où en fait il y avait la lumière du jour parce que la lumière du jour et notamment le soleil, on était en mai, pouvait chauffer une partie des boîtes et pas l'autre. On devait faire attention au courant d'air, on devait faire attention à tout. Et ça a été du coup pas mal de soucis pour moi. Il y a même un des protocoles, en fait, on l'a mis dans une... on habite dans un appartement qui n'est pas très grand, mais du coup, on a quand même consacré une pièce au blob pour que du coup, les protocoles se fassent du coup dans le respect le plus sérieux possible des contraintes. C'est pas facile. Donc ce blob, l'idée c'était que avant que je le reçoive, l'idée aussi c'était de montrer des gens qui faisaient comme moi l'expérience et de comprendre un petit peu qu'est-ce qui les avait motivés à la faire. En fait, dès le début, l'équipe du CNRS a beaucoup axé sur le côté collaboratif et sur le côté collectif. De ces protocoles et de cette expérience. Et donc, je me suis dit que... Et donc, on pouvait aussi voir du coup où étaient les gens, où étaient positionnés les gens. Les gens qui le souhaitaient, ils pouvaient dire, bon voilà, moi, je suis à Montpellier et on peut se contacter. On s'est contacté notamment pour partager le matériel. Parce que du coup, il fallait du matériel spécifique. Ça a un coût. Et donc, je l'ai fait avec 2 personnes. On s'est passé, en fait, que ça soit la lampe pour chauffer, on s'est passé voilà, les boîtes de pétri une fois qu'on avait fini. On s'est passé le matériel. Et puis, du coup, je me suis permise de contacter des personnes qui étaient autour de Montpellier pour leur poser quelques questions. Voilà, et donc, il y a une... maintenant, je ne me souviens plus, mais oui, voilà, une dizaine de personnes qui ont accepté de répondre à mes quelques questions. Et l'idée, c'était de montrer aussi la diversité des personnes qui participaient. Voilà, il y avait des enfants comme des adultes, des personnes qui avaient du coup, une formation en sciences et d'autres pas du tout. Et puis à chaque fois, en dessous de chaque portrait, il y avait l'instant blob. En fait, ça c'était à partir de ce que les personnes avaient répondu aux questions. Parfois, elles parlaient d'un aspect spécifique du blob. Et donc, du coup, il y avait cet instant blob qui apportait un peu de ressources là-dessus. Voilà, que ce soit des ressources documentaires ou quelques éléments en plus.
Voilà. Euh, et il s'est réveillé. Il s'est réveillé, le blob, sauf qu'en fait, pour commencer le protocole, il ne fallait pas qu'un seul blob, et il nous en fallait beaucoup, beaucoup. Et donc, du coup, entre le réveil et la mise en place des protocoles, il y a eu un certain temps que j'ai utilisé du coup, pour faire des expériences. Alors, des expériences qu'on trouve, hein, on vous les mettra qu'on trouve un peu partout. Une expérience, le blob n'aime pas le sel et donc, mais là c'est pareil, hein, j'ai essayé un truc et puis ça n'a pas du tout marché, mais il n'aime pas le sel et donc du coup j'avais mis un bout de pomme d'un côté, le blob de l'autre et du sel, une barrière de sel au milieu. Sauf qu'en fait, je n'ai pas réfléchi que le sel sur la gelée, le blob se déplace uniquement sur la gelée. Le sel sur la gelée, et ben, du coup, il s'est diffusé partout. Donc en fait, le pauvre blob, ben, il pouvait plus du tout avancer. Il a été malin quand même, c'est que du coup, il a pris la tangente et il est monté sur les bords du bac. D'autres expériences qui étaient plutôt rigolotes, de voir bah, du coup ce qu'il préférait en termes d'aliments. Donc on met le blob et il a accès à différents aliments. Donc il a beaucoup aimé hein, l'avocat, la purée d'artichaut un peu moins, mais finalement c'était aussi les restes de mon fils, donc il était un peu pareil. Le Nutella, il est sorti de la boîte tellement il n'en voulait pas. Voilà, donc je vous ai mis une photo de la boîte avec le blob dehors. Donc on voit aussi que du coup il a des goûts assez affirmés. Et puis, voilà, des expériences sur deux blobs différents, qui se retrouvent dans le même, au même endroit, vont fusionner et ne devenir qu'un seul blob. Il y avait les expériences des couleurs que j'ai trouvé assez chouettes aussi, où finalement, un blob jaune, alors ils ne sont pas tous jaunes, mais en l'occurrence, ils peuvent avoir des teintes un peu orangées, et je crois qu'il y en a vraiment de couleurs très, très différentes. Là, en l'occurrence, un jaune, si on lui fait manger des flocons d'avoine, c'est sa nourriture quand même favorite et qui marche le mieux, on lui fait manger des flocons d'avoine bleus. Et là, on a vraiment un blob qui devient vert. Voilà. Donc, ça peut apprendre aussi les couleurs. Euh, ça a vraiment à tout le blob. C'est un peu moins voyant avec les couleurs rouges. Mais du coup, voilà. Donc, l'idée, c'était aussi de montrer ça sur le blog en attendant de montrer les protocoles. Parce que, oui, il y avait aussi ça. Donc, j'ai recréé le réseau des médiathèques avec le blog. Bon, c'est un peu brouillon, hein, vous m'en voudrez pas, mais voilà, l'idée, c'était une expérience de labyrinthe. L'idée, c'était voilà, de tester toutes ces petites expériences que j'avais pu voir sur Internet et puis, bah, du coup, d'en faire le récit. Ça m'intéressait aussi de voir les différents moments. En fait, du coup, le blob tel qu'on l'utilise et là, tel qu'il était utilisé, en fait, c'est un blob qui est adolescent finalement. Euh, quand il va devenir ensuite, je sais pas si on peut dire que c'est vraiment un adolescent, mais en gros, il y a différents moments dans la vie du blob. Donc, nos blobs là, qui se déplacent, qui se nourrissent, c'est plutôt des adolescents. Et quand les réserves alimentaires sont épuisées, qu'il a atteint une taille suffisante, il entre en phase de reproduction. Et donc, il y a des spores qui se forment. Et c'est ce que vous voyez au milieu. Elles se forment habituellement à l'air libre, donc pour que les spores soient dispersés par le vent. Et je trouvais ça intéressant aussi d'avoir le blob sous différentes formes et sous différentes phases de sa vie. Les sclérotes que vous voyez à gauche, ça, en fait, c'est en gros et vous voyez en bas, c'est le blob qui est finalement séché. Quand les conditions environnementales se détériorent, pas assez de nourriture, pas assez d'eau, et ben, il rentre dans une sorte de dormance. Voilà. Et pour le réveiller, eh ben, il suffit d'humidifier, de réhydrater. Et ça le ranime. Et il peut rester comme ça, ce que j'ai lu des dizaines d'années. Bon, parfois, ça n'a pas du tout marché. Vous voyez, j'ai essayé de faire des sclérotes et en fait, le blob, juste, il s'est échappé parce qu'il il voulait chercher ailleurs des conditions meilleures.
Euh, le, Le protocole, alors le protocole, je les ai montrés aussi. Finalement, c'était pas ce qui était ben, le plus visuel non plus, parce qu'en fait, les protocoles, c'était matin et soir. On s'occupait de découper, vous voyez, des petits morceaux de blob pour les réutiliser de jour en jour et voir et tester ces différentes évolutions. Vous voyez qu'en fait, à chaque fois, on devait prendre une photo avec le blob, la température, une règle et la date, l'heure. Et du coup, on numérotait les différentes boîtes. Ça a été utile. Enfin, c'est en train d'être, du coup, ce dont parlait Tania, c'est en train d'être utilisé pour du coup rassembler les données. Et par ailleurs, après l'expérience, après qu'on ait envoyé toutes les données, il y a certains aussi qui se sont proposés pour travailler et pour entraîner les IA, pour bah, du coup dessiner les blobs. Voilà. Je vais me dépêcher. Et une fois que mes protocoles étaient finis, mes collègues de la médiathèque et mes Césaires ont mis en place leur blob et elles ont choisi finalement une autre manière de faire, c'était qu'elles l'ont mis à la médiathèque. Et donc, du coup, elles ont osé ce que je n'avais pas osé faire, c'est appliquer le protocole, nourrir le blob tous les jours à 15h30. Bon, le truc, c'est que il est mort assez rapidement et donc finalement le protocole n'a pas pu se faire. Mais là où je trouve leur démarche hyper louable, c'est qu'en fait, elles ont tenté le truc. Euh, et juste pour conclure, bon, on a eu deux approches différentes, assez complémentaires. Le côté positif, ça a permis une sorte de témoignage sur les sciences participatives et une sorte de relais, ce blog. Après, là où je suis pas forcément hyper contente, et là où je me dis, mais c'est pas, tant pis, hein, c'est pas fini. Ça peut toujours se faire. Il n'y a pas une médiation in situ. En fait, ça a été finalement quelque chose où je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas, mais sans vraiment mettre en place euh, une, un quelconque un projet vraiment. Ça a été assez spontané finalement. Et donc, bah, du coup, j'ai pas non plus pris euh, je sais pas comment je peux l'expliquer. Euh, j'ai, j'ai pas su. En fait, ça m'a semblé complètement impossible de faire quelque chose avec le blob en médiathèque in situ. Mais finalement, je me suis peut-être pas assez déliée de la question euh, du, euh, du, du protocole, quoi. Le protocole, c'était compliqué, vraiment, de le mettre en place en médiathèque. Par contre, en fait, un atelier, et c'est ça, en fait, où je suis preneuse de vos retours aussi, un atelier de ce type, peut-être que ça aurait été, enfin, autour du blog, ça aurait pu être possible en médiathèque. Et ça, je ne l'ai pas fait. Bah, du coup, on va rentrer dans la phase d'échange. Et du coup, bah, Hélène, je te laisse répondre à la question comment sait-on qu'un blob est mort? Eh bien, ça sent mauvais. C'est terrible. Et j'en ai eu deux, trois là qui sont morts. C'était assez compliqué hein, de me dire que je les avais tués. Mais oui, il se dégage une odeur terrible et ça devient gris en fait. Il change de couleur. Voilà. Mais rien qu'à l'odeur, ça sent pas hyper bon de toute façon. Mais à l'odeur, on sait qu'il y a un truc qui va pas. Bah, ça, c'est intéressant parce que ça permet quand même de rebondir sur une chose que tu as évoquée, qui est, il y a effectivement cette espèce de dynamique, d'engouement autour du blob, et c'est un organisme qu'on peut facilement cultiver chez soi ou en médiathèque, mais ça reste un organisme vivant. Ouais. Et en fait, ça soulève des questions un peu éthiques, morales, qui peuvent être hyper intéressantes à traiter en atelier. Ouais. C'est vrai que je crois que j'ai jamais rien vu qui aborde le blob sous cet angle-là, mais en fait, bon, en l'occurrence, c'est un organisme qui n'est pas un animal, qui n'a pas de cerveau, qui n'a pas de système nerveux. On n'est pas sur une question de, on n'est pas en train de le torturer ou de le faire souffrir. A priori, il n'a pas les capacités de souffrir, mais en même temps, on utilise un vocabulaire très
très ambigu autour du blob. On a tendance à faire beaucoup d'anthropomorphisme, et moi je l'ai fait aussi, hein, donc aucun jugement là-dedans, mais de dire qu'il a des préférences alimentaires, qu'il apprend, qu'il choisit, qu'il essaye de s'échapper. Tout ça, c'est un peu déformé. En vrai, le blob ne fait pas de choix conscient. Juste, il grandit, et puis aux endroits où il n'y a rien, il se rétracte, et aux endroits où il y a un truc à manger, bah, il se concentre et il y va. Il n'a pas volontairement construit un super réseau des transports à Tokyo, il est juste allé de la façon la plus efficace possible entre les différents points de nourriture. Parce qu'il a abandonné les trajets qui ne marchaient pas bien. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, ça soulève plein de questions intéressantes, et c'est peut-être un angle d'approche original que j'ai pas trop vu autour du blog sur est-ce qu'on n'est pas un peu en train d'exagérer ses capacités en fonction des mots qu'on utilise, quelle image ça donne, et puis quelle responsabilité on prend quand on décide de faire dans notre médiathèque, en l'occurrence là je m'adresse à des médiathécaires, mais c'est vrai pour tout le monde, un atelier autour d'un être vivant, en fait. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire du tout, mais juste c'est intéressant de discuter ces questions-là aussi. Et effectivement, il peut mourir. Et j'imagine qu'il y a des enseignants qui ont dû se retrouver dans des situations assez difficiles. Si on élève un blob avec sa classe, puis qu'on arrive un matin avec le blob est mort, il faut quand même gérer ça avec les élèves qui le suivent, qui lui ont donné un petit nom, etc. etc. Donc, ça permet d'aborder des questions beaucoup plus larges, en fait. Alors pour la question sentir la nourriture, je ne sais pas comment ça marche exactement chez le blob. Je pense qu'il y a une partie aléatoire, c'est-à-dire que juste il grandit et quand il finit par tomber dessus, tant mieux. Mais il y a aussi pas mal d'espèces qui font ce qu'on appelle du chimiotactisme. C'est-à-dire que vous, quand vous rentrez dans une cuisine, vous sentez à l'odeur qu'il y a à manger. C'est parce qu'il y a des molécules de la nourriture qui sont dans l'air et qui arrivent jusqu'à votre nez. Bah, en fait, pour le blob, potentiellement, c'est la même chose. C'est-à-dire que la source de nourriture émet des molécules qui vont dans l'air ou qui diffusent dans le gel, comme le sel dont parlait Hélène. Et bon, bah, quand le blob détecte des molécules comme ça d'un truc qui lui plaît, il va pousser de façon préférentielle vers la source de cette nourriture-là. Et ça aussi, ça permet d'aborder des questions beaucoup plus intéressantes que juste il aime pas le sel ou il aime tel truc, mais d'expliquer comment il fait pour se repérer, comment ça diffuse les molécules. On peut même faire des parallèles avec nos sens à nous, hein. Comment nous, on sent les aliments à distance, à peu près de la même façon que lui, en fait, chimiquement, moléculairement. Et Hélène, je te laisse peut-être répondre à comment il mange. Eh bien, alors, il y avait un terme, hein, mais en gros, Ça doit être endocytose, le terme? Je sais pas. en fait, Le mot c'est compliqué. quasi qu'il se met sur la nourriture. Enfin, il arrive sur la nourriture et la nourriture est absorbée et devient le blob, en fait. C'est ça? Enfin, je sais Je plus pense comment. que ça doit être un peu le même fonctionnement que les champignons, où en fait, les champignons, en tout cas, sont capables de sécréter leur suc digestif à l'extérieur de leur corps. Ce que nous, on met dans notre estomac ou nos intestins, eux, ils le sécrètent à l'extérieur, ce qui fait un peu fondre la nourriture. Et une fois qu'elle est fondue, ils l'absorbent comme nous, on l'absorbe dans nos intestins. Non, le blob, il fait exactement comme nous, hein. Il ne fait pas comme les bactéries ou les champignons. Il ne digère pas, il ingère. Lui, il ingère, il digère. Et il ingère par phagocytose, Il fait de la comme les amibes. phagocytose, du coup. Ok. Comme les amibes. Donc, il fait des petits prolongements de sa Voilà, membrane pour aller encapsuler les trucs et les faire rentrer à exactement. l'intérieur de lui. Voilà, exactement. Très bien, merci. Je ne savais pas comment manger un blob. Effectivement, mais quand les blobs sont au tout début de leur vie, ils sont sous phase amibe, donc c'est assez logique qu'ils utilisent les mêmes mécanismes que des amibes. Peut-être si on revient sur le côté gestion de projet, ce que je trouve intéressant, moi, dans l'expérience d'Hélène, c'est que ça illustre bien les avantages et les inconvénients de s'inscrire dans un gros projet. Et quand je dis gros projet, je veux dire à la fois gros projet en termes de logistique, c'est-à-dire que ça t'a demandé énormément de travail de faire les protocoles, et gros projet en termes de communication, même là à l'échelle nationale, quoi. Donc c'est très chouette parce qu'il y a une dynamique dont on peut profiter à la fois pour sa com et humainement. Tu as pu rencontrer des gens grâce à ce projet-là, c'est super chouette. C'est plus difficile si on monte son projet tout seul dans son coin d'avoir cette dynamique-là. Mais il y a aussi l'inconvénient d'avoir une initiative qui est un peu noyée dans un flux important. Je pense que si tu avais monté un atelier sur le blob au moment où tout le monde parlait du blob, ça aurait peut-être été difficile, paradoxalement, de le faire ressortir du lot. Et puis, ça fait que tu as une grosse surcharge de travail qui est concentrée sur un temps contraint. Et du coup, c'est aussi plus difficile de sortir le nez du guidon et de se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire
comme activité in situ, alors que tu es déjà en train de gérer tes 1000 boîtes de gélose et tes blogs que tu veux maintenir en vie. Donc, je pense que c'est une chose à laquelle on est vite confronté quand on se lance. Moi, c'est quelque chose que je vis tous les ans pour la fête de la science, par exemple, où c'est pendant une semaine, il y a 1000 activités en même temps partout, toutes les activités sont un peu noyées dans la communication nationale. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients quand on se lance dans un gros projet comme ça. Ce qui peut être intéressant, notamment pour le cas du blog, c'est de se dire qu'est-ce que j'en fais a posteriori. Parce qu'en fait, c'est pas parce que le protocole est fini que tu peux plus en faire grand-chose. Bon, en l'occurrence, là, pour le blog, c'est un peu difficile. La dynamique du blog, elle est passée. Mais par contre, à mon avis, tu es maintenant complètement dans le timing et dans le niveau de recul pour pouvoir faire un atelier ou plusieurs ateliers in situ. Mm. D'autant que ce qui est intéressant, c'est que tu as fait toi-même des photos, des vidéos, des expériences. Parce qu'effectivement, en fait, vous n'avez pas du tout besoin d'avoir un blob chez vous pour récupérer des données d'expérience faites avec le blob, hein. Déjà, il y a celle d'Hélène. Vous pouvez écrire à Hélène, vous la connaissez maintenant. Je pense qu'elle sera ravie de pouvoir échanger avec des gens là-dessus. Mais il y a énormément de photos sur Internet, parce qu'il y a plein d'enseignants qui ont fait ces expériences et qui partagent tout de façon libre et accessible. Donc vous pouvez complètement imaginer un atelier où vous n'avez pas de blob et vous expliquez ce que c'est un blob et vous faites faire des hypothèses aux gens. Vous leur dites, voilà, si on fait telle expérience, à votre avis, qu'est-ce que ça va donner? Vous les laissez réfléchir, discuter et à la fin, vous leur montrez le résultat sans avoir besoin de faire l'expérience en temps réel parce qu'en fait, c'est long. Et c'est un problème assez récurrent quand on fait de la biologie. Vous le verrez cet après-midi pour ceux qui font les ateliers à Rodez. Euh, bon, alors le blob, on a de la chance, il n'est pas microscopique, on le voit. C'est déjà un gros avantage, mais du coup, il rentre qu'à moitié dans la catégorie des micro-organismes, mais c'est un unicellulaire. Mais la biologie, c'est long. Il y a très peu chez les micro-organismes, etc., de réactions instantanées, spectaculaires. Donc, partir de photos, ça vous permet de quand même utiliser les expériences en atelier sans avoir à attendre 3 jours. Bon, bah, revenez dans 3 jours que le blob ait fini son labyrinthe, on verra quelle solution il a choisi. Ouais. Et effectivement, le vocabulaire utilisé pour le blob et pas celui des micro-organismes, je pense que c'est principalement lié au fait qu'il ne soit pas microscopique. Parce que moi-même, quand j'ai fait de la biologie cellulaire, on parlait, le vocabulaire qu'on utilisait, c'était cultiver des cellules dans des boîtes en plastique, parce que justement, elles sont invisibles à l'œil nu, et il y a ce côté un peu anthropomorphique ou élevage. On pense à des animaux, à des trucs visibles quand on parle d'élevage. Les protistes, c'est un peu le grand fourre-tout du vivant, où on va mettre tous les organismes eucaryotes, donc qui ont un noyau, mais qui sont ni des animaux, ni des végétaux, ni des champignons. Et du coup, il y a la grande majorité des protistes est microscopique et unicellulaire, mais c'est pas systématique. Dans les protistes, vous avez des choses très grandes comme le blob et comme beaucoup d'algues, par exemple, et on sait bien que les algues sont pas du tout toutes microscopiques. Donc c'est vraiment une catégorie intéressante en termes de biologie, mais qui a un gros fourre-tout et c'est difficile de s'y repérer. Mais dans les protistes, par exemple, si vous cherchez des idées de micro-organismes sur lesquels monter des ateliers, vous avez tout ce qui est plancton. On n'y pense pas souvent parce qu'on est plus sur des trucs type bactéries, champignons, levures, etc. Mais en fait, les planctons, ce sont principalement des micro-organismes. Donc c'est aussi un sujet qui peut être intéressant. Et pour revenir sur le blog, moi, Hélène, il y a une question que je ne t'avais pas posée. Mais c'était qui le public que tu visais avec ton blog, en fait? Est-ce que c'était les participants du public d'autres médiathèques? Eh bien, alors en fait, initialement, c'était finalement le tout venant, le public des médiathèques, qui n'était pas forcément au courant de ce qui se passait et de cette expérience de sciences participatives. Et puis, au fur et à mesure du temps, en fait, j'étais aussi sur le groupe Facebook dont tu as parlé, là, le Zone Blob. Et en fait, sur ce groupe, j'ai posté aussi les différentes expériences que j'avais faites et ça permettait aussi d'en discuter. Et puis, il y avait pas mal d'échanges. Et donc, finalement, le blog, il y a aussi, enfin, le blog, pardon, je l'ai aussi utilisé avec des gens qui suivaient l'expérience et c'était une manière aussi il y avait des gens qui le faisaient sur Facebook, de raconter leur protocole. Moi, finalement, j'ai utilisé ce médium-là aussi pour le raconter. Donc, il y avait un peu les deux. Il y avait des gens
qui savaient pas du tout ce que c'est, euh, potentiellement qui savaient pas que cette expérience existait. Et il y avait les gens qui la suivaient aussi. Voilà. Je pense que c'est intéressant. Je pose la question volontairement parce que c'est vrai que quand on se lance dans un projet de diffusion, c'est peut-être une des premières questions qu'il faut se poser. À qui j'ai envie de m'adresser? Mm. Parce que là, si on parle d'activité en médiathèque, vous allez clairement pas concevoir la même chose si vous vous adressez à des enfants, si vous voulez rassembler la communauté des gens qui ont participé à ce projet, parce qu'il y en a vraisemblablement autour de vous, hein, vu qu'il y en a eu 15 000, ça en fait forcément un peu partout en France. Donc voilà, ça peut orienter aussi votre format. Donc, je suis Isabelle et je suis avec Émilie. On travaille donc à la médiathèque départementale de l'Aveyron. Et j'avais une question. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que le blob était très présent en forêt, à l'état microscopique. Et je me posais la question de savoir si il avait un intérêt dans la communication. On dit aussi que les arbres communiquent entre eux. Enfin, il y a eu aussi cette recherche-là qui a été portée en disant ben, les arbres communiquent par leurs racines. Est-ce que le blob contribue à cette communication au sein d'une forêt ou est-ce que c'est totalement indépendant? Ouais, alors la vérité, c'est que cette histoire de communication par les racines, c'est un très bon exemple d'information scientifique qui a été très déformée. Ah, Euh, C'est-à-dire qu'il y a des interactions entre les arbres et les organismes du sol au niveau des racines, ça c'est très vrai. Mais à quel point est-ce qu'on peut vraiment parler de communication si on considère que dans la définition de communication, on a un côté émission de signaux volontaires et réaction à ces signaux? Ça, c'est beaucoup plus controversé. Mais en même temps, c'est parce que en fait, c'est très compliqué de définir ce que c'est la communication. Ça a l'air de rien comme ça, mais essayez de le définir, vous verrez, c'est un vrai petit casse-tête. Mais ce qui est certain, c'est que le stade amibe, le stade microscopique de vie des myxomycètes, donc notamment du blob, joue un rôle important dans les écosystèmes des sols des forêts. Ça pour le coup, c'est sûr, et c'est tout l'intérêt de ce projet de recherche, en fait, d'essayer de voir comment ces micro-organismes-là, qui sont importants dans les écosystèmes, peuvent être déstabilisés par les variations de température du type de celles qu'on observe avec le réchauffement climatique. C'est bien pour ça que les scientifiques se sont posé la question à la base, et tout l'intérêt du projet derrière le blob, la recherche, c'est d'être basé sur une question de recherche qui a une vraie pertinence scientifique et qui est liée à l'importance de ces organismes-là dans les sols des forêts. Il y a Peu de une temps question qui nous reste. dans le chat de Jamie Delrieux qui demande si, enfin, qui dit qu'enfant il cultivait des moisissures et il demande s'il y a des expériences de ce type en sciences participatives. Alors, j'en connais pas sur les moisissures, mais peut-être. L'intérêt des sciences participatives, c'est qu'il y a tellement de projets que s'il y a un sujet qui vous intéresse, vous tapez le mot-clé et sciences participatives sur un moteur de recherche et vous allez vite voir s'il y a des choses ou pas. Ce qui est difficile, c'est plus de voir est-ce que le projet est toujours en activité. C'est à ça qu'il faut faire attention. S'il y a beaucoup de choses qui ont été lancées puis terminées ou arrêtées, parce que ça demande des moyens aussi hein, de rassembler et de traiter toutes les données. Je sais qu'il y a aussi des projets sur la surveillance de la qualité de l'eau aussi, où on demande aux gens d'aller faire des prélèvements dans les étendues d'eau à côté de chez eux et de les envoyer aux chercheurs pour essayer de faire un inventaire de l'état des points d'eau à différents endroits en France, par exemple. Ouais, il y a des projets qui sont moins lourds logistiquement que derrière le blob la recherche. Hein. Là, pour le coup, l'objectif, c'était de faire le protocole scientifique aux participants. C'est peut-être la forme la plus lourde d'engagement par rapport à juste collecter des échantillons ou prendre des photos. Donc voilà, tous les projets de sciences participatives ne sont pas nécessairement aussi demandeurs en termes d'implication. Euh, Peut-être que justement, c'est le fait que ce protocole était très lourd et du coup pas réalisable facilement en médiathèque, surtout quand tu rajoutes les contraintes de il faut pas de lumière extérieure, il faut vraiment que tous les autres paramètres soient identiques, donc tu peux pas t'amuser à ouvrir, fermer les boîtes pour les montrer au public, qui fait que en fait tu peux pas valoriser directement cette expérience-là face publique. Oui. Puis en plus à regarder en temps réel, c'est pas très spectaculaire. Ouais. Non. Et à regarder tout court, en fait, c'est pas spectaculaire. Autant les autres petites expériences où là, on voyait un peu les évolutions. Et en fait, ce qui était chouette aussi, c'est que j'avais du coup une espèce qui était assez rapide. Alors que du coup, il y en a qui... Mes collègues, par exemple, avaient une espèce qui n'était pas du tout rapide. Je crois qu'elle a mis 3 jours finalement à se réveiller, quoi. Bon, effectivement, les autres expériences étaient Ludique. plus ludiques. Ouais, ouais, exactement.
Moi, ce que je trouve qui ressort de cette expérience-là, c'est peut-être deux choses. C'est le fait qu'il faut se fixer des objectifs accessibles, et notamment en termes de, j'allais dire, de survie, d'épuisement personnel, parce que c'est beaucoup d'investissement. Et du coup, quand on a déjà un gros projet logistique comme ça, se rajouter de la conception d'atelier en même temps, ça me paraît quand même très difficile. Par contre, rien n'empêche de capitaliser dessus après. Mm. Mm. Et je pense qu'il y a des choses hyper intéressantes à faire encore aujourd'hui à partir de ce que tu as déjà comme ressources sur le blog, les photos, les vidéos. Et parce qu'en fait, on peut très bien imaginer des ateliers sur un micro-organisme sans avoir le micro-organisme. On peut passer par vraiment reconstituer la démarche expérimentale. Donc c'est ce que je disais, montrer la photo de l'expérience au début, faire des hypothèses aux gens et leur donner le résultat à la fin, puis de discuter avec eux. On peut aussi passer par quelque chose de hyper ludique, d'un quiz sur les capacités étonnantes du globe, appuyé par tes photos. On peut passer par un atelier de dessin, ça marche très bien sur les micro-organismes. Il faut les guider un petit peu pour qu'il y ait quand même un intérêt un peu pédagogique, mais enfin c'est un très bon moyen d'entrée, le dessin. Et puis on peut aussi, au-delà du blob lui-même, développer plein de choses autour des sciences participatives. Ouais. Et je pense que par rapport à derrière le blob, la recherche, il y a tout ce côté communauté qui est hyper intéressant à creuser. Euh, Peut-être que c'est intéressant de faire une table ronde avec différentes Mm. personnes qui ont participé au projet, Mm. éventuellement des chercheurs, mais pas forcément, juste pour voir comment les citoyens et citoyennes peuvent s'emparer des sciences. Et si vous êtes proche de Montpellier, vraiment, je vous invite à aller au festival Va Savoir, parce que c'était en tout cas la première journée qui était plutôt axée pour les professionnels, était vraiment autour de cet axe-là l'année dernière. Et j'avais trouvé ça très intéressant, moi qui n'ai jamais fait de sciences participatives. Donc voilà, des pistes d'exploitation, il y en a plein. Si vous avez des retours à faire par rapport à tout ça, n'hésitez pas. Moi, je vais peut-être finir par un petit point méthodologique, un peu bête, mais ça fait jamais mal de le rappeler, que quand on veut lancer des activités, qu'elles soient pédagogiques ou pas, en fait, hein, et qu'elles soient scientifiques ou pas, peu importe, il y a quand même un certain nombre de questions à se poser qui sont importantes. La première, c'est avec quelle équipe je travaille. Et là, en l'occurrence, je pense qu'une des difficultés d'Hélène, c'est qu'elle a beaucoup travaillé seule. Et plus on a de personnes, plus on peut monter des projets ambitieux. Est-ce que vous travaillez au sein de votre médiathèque? Est-ce que vous avez des chercheurs en plus? Est-ce que vous avez des professionnels de la vulgarisation en plus? Parce que c'est encore un autre métier. À quel public vous voulez vous adresser? Et ça, c'est bien de le savoir dès le début pour ne pas partir dans des pistes qui vous font plaisir à vous, mais qui en fait n'intéressent pas du tout le public que vous ciblez. Ce qui est assez fréquent, on a tous une tendance naturelle à faire ça, c'est normal. Avec quel angle vous voulez aborder le sujet? Là, par exemple, sur derrière le blob, la recherche, est-ce que c'est le blob qui vous intéresse? Est-ce que c'est les sciences participatives? Est-ce que c'est l'aspect ludique? Est-ce que c'est la partie recherche? Il y a plein d'aspects différents. Quels sont vos objectifs qui doivent être atteignables, du coup? Et avec un sujet comme celui-là, l'objectif, ça peut juste être de faire une soirée ludique où les gens sont émerveillés par le blob. Ça peut être de leur faire comprendre les étapes de la démarche scientifique. Ça peut être de créer du lien social. Il y a plein d'objectifs différents. Quel format, du coup, qui découle de tous ces choix? Est-ce que vous faites une conférence? Est-ce que vous faites un quiz? Est-ce que vous faites une table ronde? Un atelier avec des expériences? Et puis derrière, il ne faut pas l'oublier, mais quelle communication? Parce qu'une fois qu'on a conçu notre activité, c'est quand même mieux s'il y a du public qui vient. Et du coup, est-ce que vous voulez profiter du gros événement national? Est-ce que vous préférez attendre que ce soit passé pour faire votre chose tranquille en étant moins noyé dans la masse? Est-ce que vous voulez créer toute une programmation thématique? Parce que sur le blog, il y a complètement moyen d'avoir une expo affichée dans la médiathèque, un atelier un jour, la projection d'un documentaire, puis une table ronde, enfin, d'avoir toute une programmation thématique. Donc voilà, équipe, public, angle, objectif, format et communication, c'est un peu les 6 points incontournables à, à revérifier quand on se lance dans un projet. Et en fait, on gagne énormément de temps et d'énergie si on se pose ces questions-là au début et pas en cours de route une fois qu'on a déjà commencé à s'investir. Et là, je pense que le cas d'Hélène est très démonstratif de quand on se lance tout seul, Mm. il ne faut pas se mettre un projet qui est plus gros que ce qu'on peut porter sur nos seules épaules, surtout qu'en général, tout le reste du travail continue. Hein. J'imagine que tu n'as pas arrêté de Oui, travailler pour te consacrer que au oui. blob. Non, 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 non. Oui, j'ai continué. Mais c'est assez libérateur, en fait, d'entendre ça, je trouve. Et te dire aussi, par exemple, ça ne me venait pas à l'idée qu'on pouvait faire une animation ou un atelier
sur le blob sans le blob. Ça me paraissait impossible. Et pourtant, il y a plein de choses à faire, je pense. Oui. Et en même temps, ça me paraissait impossible d'en faire un vraiment. Mais donc, voilà. Ouais, non, merci beaucoup. Enfin voilà, du coup, s'il y a des gens que ce sujet intéresse, bah, n'hésitez pas à contacter Hélène parce que je Et pense qu'elle oui, serait très ravie avec de pouvoir. plaisir. Et d'en discuter. Mais oui, avec plaisir. Il y a une question sur ton blog. Qu'est devenu ton blog, Hélène? Et bien, en fait, j'en ai donné. Il y en a qui sont partis dans les Cévennes, en Lorraine, ça, voilà. Et j'en ai gardé. J'ai gardé quelques sclérotes et j'en ai donné beaucoup. Mais tu en as toujours chez toi? Oui, alors à l'état en dormance finalement. Ah, Parce que, en fait, ton blob, il faut le changer de gélose tous les jours. Il ne peut pas rester sur. On fait de la gelée, de l'agar-agar, et il fallait la changer tous les jours. On ne peut pas le laisser dessus, sinon, justement, il a des moisissures et il meurt. Donc, c'est vrai que c'est un travail. Il faut en prendre soin. Et donc, après les protocoles, là, j'en ai fait vraiment marre. Et donc, du coup, je les ai séchés un peu. oui. Voilà. Mais ça veut dire, si besoin, qu'Hélène a encore des blobs. Oui. Oui. Qu'on peut faire se multiplier et tout ça. Voilà. Il en suffit d'un finalement. Voilà. Voilà, merci Merci. pour cet échange et merci à tous et toutes pour vos retours via le chat.